On va mettre Sandrine Rousseau à l'épreuve de l'esprit critique, les amis. Oui, parce qu'elle s'envole en lyrisme contre les chasseurs qui voudraient la bâillonner. Bah oui, c'est une lanceuse d'alerte, Sandrine, tu savais pas. C'est une femme de combat. Et ces chasseurs qui veulent la faire taire jamais, dit-elle, drapée dans sa dignité. Je vais vous démontrer qu'en fait, elle est tellement victime de biais cognitifs que ça frise le foutage de gueule. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Tout commence par Sandrine Rousseau qui nous donne des nouvelles du procès qui lui a été intenté par la Fédération nationale des chasseurs. Oui, à l'époque, les chasseurs avaient moyennement goûté qu'on mette en parallèle la pratique de la chasse et les féminicides. Oui, ils sont tatillons quand même. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite chaleureusement à la visionner. Donc Sandrine donne des nouvelles à l'aide de 4 visuels qu'elle a balancés sur les réseaux sociaux. Voici le premier. Un féminicide sur 4 est provoqué par une arme de chasse. Le 22 février 2022, j'ai publiquement rappelé ce chiffre. Suite à cela, la Fédération nationale des chasseurs a porté plainte contre moi. Alors c'était pas juste ça, Sandrine, on va y revenir. En 2020, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Les autorités rapportent que dans 65% des cas, les auteurs ont utilisé une arme et que un tiers de ces armes étaient des armes à feu. Mais il n'est pas précisé parmi toutes ces armes à feu combien représentent les armes de chasse. Donc officiellement, selon l'étude annuelle sur les morts violentes au sein du couple, publiée par le ministère de l'Intérieur, ces chiffres n'existent pas. Alors d'où viennent-ils? De la presse. Et notamment du collectif Féminicide par compagnon ou ex, qui en l'absence de données officielles compile les articles de presse sur son site internet, ce qui lui permet de faire des stats. Ce collectif affirme qu'un fusil de chasse a été utilisé dans 27,54% des féminicides en 2020 et 25,44% en 2021, ce qui correspond aux chiffres avancés par Sandrine Rousseau. Mais je vais faire une minuscule remarque. La presse est parfaitement incompétente quand il s'agit de décrire les armes. Oui, dans un cas sur deux, c'est n'importe quoi. On a même vu une fois une carabine à plomb être décrite comme une arme de chasse. Prenez ce cas récent, par exemple, dont j'ai fait une vidéo. J'ai trouvé bizarre qu'il me confonde avec un renard. Alcoolisé et sans permis de chasse, un agriculteur tire avec un fusil sur une fillette. La question du permis de chasser ici ne se pose pas puisque l'arme n'est pas un fusil de chasse. C'est une carabine 22 long rifle prévue à la base pour faire du tir de précision. Il y en avait aux Jeux Olympiques. Si ce même agriculteur avait tué sa femme avec la même arme, les statistiques auraient-elles été prises en compte par le collectif sur la base d'un article de presse dont cette chaîne est remplie de leurs approximations sur le sujet? On imagine que oui, Dans son deuxième visuel, Sandrine Rousseau affirme que ces chiffres sont issus d'une enquête menée par la journaliste de Reporter Morane Kerinek en 2021. On vient de le voir, cette enquête n'est en fait qu'une compilation d'articles de presse régionale. Sandrine Rousseau a fait confiance à Reporter, qui a fait lui-même confiance au collectif, qui a compilé une série d'articles de presse dans lesquels des armes de chasse étaient mentionnées. Des armes de chasse qui sont qualifiées comme telles par d'autres journalistes, qui sont, comme on vient de le voir, moyennement experts en balistique. En plus, dans l'article, le Reporter admet lui-même que sa base de données est perfectible. Tu nous l'aurais demandé, on te l'aurait dit ça. De là à y voir un petit biais de sélection, bon. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce genre d'approche ne peut pas être considéré comme une source fiable, surtout quand on avance des faits aussi graves. Il s'agit pas d'une enquête scientifique, ni même d'une étude basée sur des chiffres officiels. C'est plutôt un empilement de faits divers à la va comme je te pousse. Vous le voyez, avant même de rentrer dans le cœur de l'argumentaire, déjà il y a un problème avec les sources. Mais revenons sur le fond, et en vérité, c'est pas le truc le plus dur à balayer. L'affirmation selon laquelle le simple fait de posséder une arme de chasse augmente le risque de féminicide relève ici du biais de corrélation illusoire. Rien ne permet d'affirmer ça. Nulle part. En revanche, on connaît les circonstances très particulières qui amènent à ces drames. Violence conjugale préexistante, détérioration psychologique, désespoir ou même maladie psychiatrique. Pas la possession d'une arme de chasse en soi. Non, pour agréger les deux, il faut avoir de la haine à l'encontre des deux. De la haine à l'encontre des féminicides, celle-là on la partage tous, et de la haine aussi à l'encontre des chasseurs. Voilà, tu colles les deux ensemble, ça permet de nommer le mal et de mieux le combattre. C'est quand même beaucoup mieux rangé comme ça. Ensuite, Sandrine Rousseau avance que les chasseurs auraient plus tendance à adhérer à des comportements ou des attitudes sexistes. Un sondage IFOP de 2022 montre que 39% des chasseurs, contre 12% des non-chasseurs, croient que lorsque les femmes disent non, cela signifie oui. Ou encore, pour la séduire, un homme doit pouvoir être libre d'importuner une femme qui lui plaît. 47% pour 15% aux non-chasseurs. Mais tu tombes là-dessus, tu tombes des nues. Mais il y a un ou deux trucs, vous voyez, qui me chiffonnent. Alors déjà, une corrélation entre deux variables, ça veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. Il est évidemment tout à fait réducteur de conclure que la pratique de la chasse induit des comportements sexistes. Ou même l'inverse, que ce soit des gens sexistes à la base qui se disent tiens, je vais aller chasser. Ça s'appelle des conclusions à la con, ça. Mais en plus, vous voyez, moi je vois un énorme problème dans
dans ce sondage de l'IFOP qui date de 2022. Regardez, l'IFOP nous informe. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 2033 hommes représentatifs de la population masculine française âgée de 18 ans et plus. Bon, ok, je vous la fais courte. 98% des chasseurs sont des hommes, alors parmi le million de chasseurs en France, 980 000 sont des hommes, ok? Et donc, sur les 33 millions d'hommes en France, ça représente un peu moins de 3%. Mettons 3%, environ 3% des hommes sont chasseurs en France. Donc si l'échantillonnage a été bordé correctement, on devrait retrouver ce pourcentage en sous-échantillon. Donc 3% de 2033 personnes, ça fait 61 personnes. Bien entendu, si le sondeur s'est assuré de cette représentativité. Avec un chiffre à la base aussi faible, ils peuvent très bien être 12. On n'en sait rien, et on n'en sait rien parce que l'IFOP a pas cru bon de donner le nombre de chasseurs qui du coup ont été sondés. Avant de balancer des chiffres, je sais pas moi, non? Mais admettons, ok, admettons qu'il y a le bon nombre de chasseurs représentés dans le sondage. Ce sondage tire donc des conclusions sur l'entièreté des chasseurs de France sur la base d'une enquête réalisée auprès de 61 chasseurs. Non, c'est encore mieux que ça, 61 personnes qui déclarent chasser. Une petite nuance. C'est bien censé représenter ça, la pensée profonde d'un million de chasseurs, on est d'accord. Et comment on fait d'ailleurs les malins avec 61 bonhommes pour refléter la diversité des variables géographiques, par exemple? Les variables d'âge, de catégories socio-professionnelles, etc. Non, parce que les chasseurs du Périgord, c'est pas tout à fait les mêmes que les chasseurs de Paris. Et les chasseurs boulangers, c'est pas les mêmes non plus que les chasseurs architectes. Bon, vous avez compris, ce chiffre est bien trop faible pour permettre la moindre conclusion solide et généralisable. Et je crois que l'IFOP le sait très bien. Mais l'IFOP, soucieuse de faire plaisir à son client, sans doute, nous pond un bon gros slide où est écrit « Tout comme les chasseurs, beaucoup plus imprégnés par les stéréotypes de genre que les non-chasseurs ». On est d'accord, à ce niveau, c'est plus du sondage, c'est de la magie. Sur la base d'un échantillon aussi ridicule, c'est quand même tout à fait hasardeux de faire une corrélation entre les chasseurs qui seraient sexistes, je sais pas quoi. Argument suivant. Si tous les chasseurs ne sont pas coupables de ces violences, la pratique de la chasse permet de fait un accès privilégié à la violence. C'est quoi un accès privilégié à la violence? Ce serait une autorisation spéciale accordée aux chasseurs? Non, parce que ce terme semble opposer les chasseurs à la population générale. C'est parce que la chasse donne un pouvoir particulier de vie et de mort sur des êtres vivants? Oui, tu passes ton permis de chasser, c'est ouvert à tous, et puis tu peux chasser des animaux dans le respect des lois. Mais c'est quoi le rapport avec les féminicides? On en est à comparer Bébert qui tue un lapin dans un champ et un connard qui tire sur sa femme? C'est vraiment comparable ça? Non, parce que c'est ça que ça induit, cette rhétorique de PMU. Et c'est pas fini, on passe au lançage d'alerte, je suis une combattante contre les vilains lobbies. La plainte déposée par la FNC agit comme une procédure bâillon. Méfiez-vous des sources quand vous lisez procédure bâillon. Généralement, c'est un bon indice qu'il faut faire bien attention au contexte. Bon là, en l'occurrence, on a l'habitude, c'est un appel à soutien, d'ailleurs, ils se sont pas privés. Sandrine Rousseau soutient que la plainte déposée par la FNC est en fait une tentative de censure, autrement appelée procédure bâillon. Alors je vais être concis. Les chasseurs s'en foutent de vous faire taire, Madame Rousseau. Les chasseurs considèrent simplement ces accusations comme infondées et discriminatoires. Vous voyez, Madame Rousseau, la liberté d'expression est un droit fondamental, mais il implique aussi quelques responsabilités. Surtout quand on est une femme politique dont la parole est par définition publique. Lorsque des accusations graves sont portées contre un groupe sans preuve solide, il est quand même un peu normal que le groupe en question cherche à se défendre. Et je viens de démontrer que toutes ces accusations sont portées sur la base de sources pour le moins bancales et étayées d'arguments pour le moins contestables. Pardonnez-moi Madame Rousseau, mais les généralisations simplistes que vous utilisez ici à l'envi sont les mêmes armes utilisées par les gens que vous combattez toute l'année. Racisme, sexisme, homophobie, toutes les discriminations que vous pouvez imaginer. Elles se nourrissent de la paresse intellectuelle dont vous faites preuve aujourd'hui. Tous les jours, des comportements isolés, des empilements de faits divers ou des statistiques partielles servent à stigmatiser des minorités. Vous le savez, vous le dénoncez tous les jours. Du coup, croyez-vous vraiment que ce soit la bonne méthode? Que le monde ait besoin d'un peu plus de caricatures et d'arguments à l'emporte-pièce, sans la moindre trace d'esprit critique? Oui, les chasseurs en tant que groupe vous attaquent en justice, madame. Simplement parce que vous utilisez des méthodes partisanes et discriminantes pour appuyer ce que vous voulez absolument démontrer. Voilà que le chasseur est un être vil et cruel, qu'il est même sexiste et un peu bas de plafond. Bref, qu'il est votre ennemi, quoi. Voyez-vous, il serait beaucoup plus constructif et moins manichéen de questionner la corrélation entre la possession d'armes à feu et la létalité des violences. De manière apaisée, quoi. Sans pointer du doigt des gens qui, pour l'extrême majorité, respectent les lois de leur pays et sont à des années-lumière de tirer sur qui que ce soit. Ah bah ça devrait vous éviter des procès, c'est sûr. Voilà, si vous voulez qu'on reste encore un petit peu ensemble, vous pouvez cliquer sur ces deux vidéos, il y a du Sandrine Rousseau dedans. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de vous rendre
vendre sur chasseéternelle.com où j'écris des articles dedans tous les jours. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.